What do we fight for? We all have our reasons. First, we needed to survive. Resources, territory, honor. Then came the rise of darkness. For years, we organized, resisted. Along the way, Outlanders joined the fray. They brought vengeance, reckoning. Until Gul'jin spread oppression. A twisted peace. But submission was never the answer. Battle is our lifeblood. Peace is not the end. The cycle will continue. Yo la team! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur For Honor à l'aube de sa nouvelle saison, la saison 2 de l'année 10 baptisée Unleashed. Et ouais, c'est pas une vidéo Lost Ark la team. Cette saison, on a eu le droit à un nouveau hero skin, au retour du crossover Dead by Daylight, le lot habituel de contenu cosmétique, ainsi qu'une petite vague de changements d'équilibrage dont on va évidemment parler. J'aimerais aussi profiter du début de cette vidéo pour revenir rapidement sur tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo montée, donc en gros depuis la sortie de la Virtuosa l'été dernier. Entre l'arrivée du Juren, la ribambelle de changements d'équilibrage et les annonces concernant l'avenir du jeu, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Évidemment, je vais essayer d'aller relativement vite, parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures. L'idée n'est pas de refaire l'historique complet des 12 derniers mois, ni de vous pondre un tutoriel complet du Juren comme j'avais pu le faire avec la Virtuosa. Je vais surtout me concentrer sur les changements qui ont réellement marqué le jeu, ou sur lesquels j'ai quelque chose à dire. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement une nouvelle tier list 1v1. Cette vidéo n'en contiendra techniquement pas vraiment une, mais je vais quand même essayer de vous donner une idée assez claire de la place qu'occupent selon moi les différents héros dont je vais parler au fur et à mesure qu'on avance. Bref, si vous n'avez pas regardé le live des développeurs ou si vous voulez simplement entendre mon avis de gros singe sur tout ça, voilà ce qu'il faut retenir. Alors oui, je sais, le temps passe à une vitesse absolument folle. Depuis la sortie de la Virtuosa lors de Défiance, la saison 2 de l'année 9 du jeu, Ubisoft Montréal a enchaîné 4 saisons complètes et nous voilà déjà aux portes de la saison 2 de l'année 10. Entre-temps, on est passé par Downfall, Conquest et Glory, et honnêtement, j'ai l'impression que tout ça s'est déroulé en l'espace de 3 semaines. Et oui, vous l'avez bien entendu, la vraie grosse nouvelle dans tout ça, si vous ne suivez pas activement l'actualité autour de For Honor, c'est que le jeu a officiellement été renouvelé pour une 10e année consécutive. Je sais que ça peut paraître anodin pour certains, dit comme ça, mais on parle quand même d'un jeu multijoueur sorti en 2017. Un jeu qui, selon les experts autoproclamés de Twitter, de Reddit et de YouTube, est censé être déjà en train de mourir depuis environ 9 ans et demi, lol. Pourtant, il est toujours là, et mieux encore, malgré la situation financière plus que compliquée d'Ubisoft, For Honor a obtenu un financement à plus long terme qui garantit déjà l'arrivée du contenu au-delà de l'année 10. Alors évidemment, personne ne sait exactement ce que ça signifie, les plus pessimistes y verront simplement la confirmation d'une année 11, tandis que les plus optimistes comme moi imaginent déjà plusieurs années supplémentaires. Mais peu importe finalement, parce que dans une industrie où les licenciements sont devenus monnaie courante, où des studios ferment tous les mois et où des jeux bien plus gros disparaissent parfois du jour au lendemain, voir l'un de mes jeux préférés non seulement survivre, mais carrément continuer à se développer en 2026, ça me fait sincèrement ultra plaisir. Quel kiff bordel! Maintenant, concernant cette dernière année de contenu, il y a eu évidemment beaucoup de nouveautés et une grosse quantité de changements d'équilibrage, dont certains ont eu un impact assez important sur la manière dont le jeu se joue aujourd'hui. Du coup, on va les passer vite fait en revue. Le premier gros sujet, c'est probablement le ganking. En effet, les développeurs ont continué leur travail pour réduire son omniprésence en 4v4, avec plusieurs changements touchant notamment les règles de hitstun, le scaling de la vengeance ou encore le blocage en esquive. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, parce qu'on y passerait la journée, mais dans l'ensemble, il est aujourd'hui un peu plus facile de survivre en infériorité numérique, et les erreurs sont globalement moins punitives qu'avant. Attention, ça ne veut pas dire qu'un gank bien exécuté est devenu mauvais. En Dominion, ça reste évidemment extrêmement puissant et efficace. Mais en tant que dueliste qui ne met les pieds en 4v4 qu'occasionnellement, je trouve quand même ces changements plutôt bienvenus. Et justement, dans cette volonté d'améliorer les modes par équipe, les développeurs se sont aussi attaqués à un autre sujet qui faisait énormément débat depuis la sortie de la Virtuosa, à savoir les postures de full block.
En effet, tout est parti, à la base, de la domination impitoyable de cette dernière en 2v2, qui a remis sur le devant de la scène le problème du fameux babysit ganking. Pour faire simple, dans les modes par équipe, le brise-garde perd énormément de valeur. Il est relativement lent, facilement interrompu, et le risque de se faire pile par un autre joueur est constamment présent. Du coup, toutes les mécaniques dont la principale faiblesse est justement d'être vulnérable au brise-garde deviennent naturellement beaucoup plus fortes. Et c'est là qu'apparaît le problème. Avec l'ajout permanent de nouveaux guerriers au roster du jeu, on voyait naître de plus en plus de situations où le spam de posture devenait omniprésent dans toutes vos parties, alors que les réponses réellement efficaces contre ces dernières se limitaient à une poignée de héros seulement. Pour tenter de corriger ça, Ubisoft a finalement décidé d'ajouter un drain permanent d'endurance à toutes les postures. Et je vais être honnête, je pense que c'est une mauvaise idée, c'est une idée de merde. Pas parce que les postures n'avaient pas besoin d'être ajustées, au contraire je suis complètement d'accord avec le constat, même si je joue pas beaucoup en mode par équipe. Là où je décroche en revanche, c'est sur la solution. Le problème, selon moi, c'est que l'endurance a toujours eu une fonction très particulière dans For Honor. Depuis le premier jour, littéralement Day One, cette ressource sert essentiellement à limiter l'offense, et donc indirectement à favoriser la défense. Alors attention, je sais que j'ai beaucoup pesté sur ce système, mais je ne fais pas non plus partie des gens qui veulent la supprimer complètement du jeu. Même si j'ai souvent critiqué cette mécanique au fil des années, je trouve qu'elle apporte quand même quelque chose d'intéressant à la prise de décision en jeu. Quand tu commences à manquer d'endurance, tu réfléchis différemment. Tu feintes moins, tu prends davantage de risques, tu modifies tes habitudes, etc., etc. Tout ça participe à la profondeur du système. Mais elle possède aussi un défaut majeur, selon moi. Elle peut te pénaliser même lorsque ton adversaire n'a absolument rien fait de bien. Je peux faire les bons reads, gagner les échanges, réussir mes mix-up et toucher en boucle. Si ma barre est vide, le jeu me dit malgré tout de m'arrêter et offre gratuitement une occasion à mon adversaire de reprendre l'initiative. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu frustrant. Je vais lourde instant par OGB, pas mal. Là je savais qu'il allait laisser partir, je laisse partir ma lourde, je relourde, je feinte GB. Là, du même côté, je feinte GB instant. Non, mais pourquoi il y a de l'endurance dans ce jeu de con? Ça me rend fou. Il va laisser partir. Non, même pas. Putain, quelle merde. Allez, il laisse partir. Ouais, là, c'est sûr qu'il allait mettre le bash. Putain, mais ça rend fou. Endurance de merde dans un jeu de con. Zone ta mère. Laisse-moi t'exécuter, s'il te plaît. Putain. Ah, t'es là, tu fais les bons hits, tu veux jouer au jeu, mais le jeu, il est en mode non, t'as pas le droit d'attaquer. Casse les couilles, là. De plus, je trouve que les équilibrages basés uniquement sur l'augmentation des coûts en endurance sont une fausse solution. Parce qu'au fond, on ne réduit pas réellement la puissance d'une option, on réduit simplement sa prévalence, à savoir le nombre de fois où elle peut être utilisée. Les postures restent tout aussi fortes actuellement lorsqu'elles sont disponibles, elles restent tout aussi frustrantes lorsqu'elles sont utilisées, et moi, en tant qu'adversaire, je n'ai pratiquement aucun contrôle sur cette situation. Soit mon opposant a encore assez d'endurance et je dois donc subir l'option forte, soit il n'en a plus et je peux simplement remercier sa barre verte. Autrement dit, on réduit la fréquence du problème sans réellement s'attaquer au problème lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que les développeurs, ils semblent souvent eux-mêmes comprendre cette logique, mais ils abdiquent face à la complexité de la situation. Prenez par exemple l'ancien tier 4 de Litokiri, ok ? À plusieurs reprises, Ubisoft a préféré modifier directement son fonctionnement plutôt que de simplement augmenter son temps de recharge, parce qu'une mécanique frustrante ne devient pas miraculeusement moins frustrante sous prétexte qu'on la rencontre moins, qu'on la rencontre moins souvent. Aujourd'hui, par exemple, cette attaque peut être parée, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et pour moi, c'est exactement le genre d'approche qu'il faudrait privilégier davantage. Parce qu'encore une fois, je suis d'accord sur le fait que les full blocks posent parfois problème en mode par équipe. Là-dessus, il n'y a même pas vraiment de débat. En revanche, je pense que la solution passe davantage par une évolution du fonctionnement du brise-garde ou par des ajustements plus ciblés sur les postures elles-mêmes que par cette espèce de cache-misère qui est l'augmentation des coûts d'endurance dans le jeu. Bref. Du côté des feats, maintenant, il y a eu aussi quelques changements intéressants à noter. Les développeurs ont notamment réduit les dégâts d'une bonne partie des feats de type projectile afin de diminuer leur impact et surtout la frustration qu'ils pouvaient générer. Dans le même temps, le Centurion a aussi eu droit à un rework complet de ses feats, désormais largement centré autour de son Eagle's Talon. Et honnêtement, je trouve que ces deux changements sont plutôt réussis. Pour les projectiles, j'ai pas grand chose à dire. Moins de dégâts gratuits qui tombent du ciel, c'est rarement une mauvaise nouvelle pour moi. Concernant le Centurion, en revanche, je trouve l'idée particulièrement intéressante parce qu'elle va dans une direction que j'aimerais voir davantage sur les anciens héros. Depuis plusieurs années maintenant, les nouveaux personnages arrivent souvent avec des feats qui prolongent directement leur gameplay et renforcent leur identité. Leurs feats donnent l'impression de faire partie intégrante du héros. A l'inverse, beaucoup d'anciens personnages qui utilisent encore des feats relativement génériques qui pourraient être littéralement échangés d'un héros à l'autre sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Voir Ubisoft commencer à moderniser certains de ces kits me paraît donc être une excellente chose. Malheureusement, au moment où j'écris ces lignes, on attend toujours les reworks des feats qu'on a pu voir en testing ground pour le Shinobi et le Berserker. J'espère qu'ils finiront par arriver, parce que certaines des idées proposées étaient franchement intéressantes.
Maintenant, si on parle des héros eux-mêmes, vous vous doutez bien qu'en un an, il s'est passé énormément de choses. Des buffs de personnages en difficulté, des nerfs pour certains top tiers, une quantité assez absurde de changements de confort et de petites corrections, bref, le travail habituel des développeurs pour continuer à réduire l'écart entre les différents héros du roster. Et même si la plupart de ces ajustements sont relativement mineurs pris individuellement, certains personnages ont quand même connu une évolution assez marquante au cours de l'année qui vient de passer. Le premier qui me vient en tête, c'est probablement le gladiateur. Pendant longtemps, le personnage donnait l'impression de tourner un peu en rond à plus haut niveau de jeu, puisque il était globalement réagissable. Mais les différents changements qu'il a reçus, et notamment son empalement devenu irréagissable grâce au changement de la fenêtre de parade, lui ont permis de retrouver une place beaucoup plus respectable en duel. Le fléau a lui aussi reçu un peu d'amour avec l'ajout de Crashing Apprehension. Malgré le fait que j'aime pas trop ce perso, forcément il performait pas super bien, donc fallait le buff. Et avec Crashing Apprehension, un role catcher qui lui manquait depuis longtemps, son kit est devenu beaucoup plus cohérent. Du côté du Kensei, c'est presque devenu un running gag, tant il enchaîne les buffs depuis plusieurs saisons. Entre un Helm Splitter désormais enhanced qui ne rebondit plus sur blocage, de meilleurs deflects et l'ajout d'armure sur Nature's Wrath, le héros a progressivement accumulé suffisamment d'améliorations pour enfin sortir la tête de l'eau. Je ne vais pas prétendre qu'il est devenu un monstre, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai réellement l'impression qu'il peut prétendre à une place correcte en duel et venir frapper à la porte du A-tier. Et puis évidemment, il y a le cas du Sohei. Le personnage a reçu un rééquilibrage assez massif, je ne sais plus parler, visant à réduire sa polarisation. Concrètement, son fameux pseudo one-shot inflige désormais moins de dégâts, tandis que le reste de son kit a été renforcé pour compenser. Alors sur le papier, je ne l'en veux pas du tout, ok, la logique est parfaitement cohérente. Le problème, c'est que je trouve ça aussi profondément dommage, parce qu'au-delà de son équilibrage parfois discutable, le Sohei avait surtout une identité extrêmement forte. Alors oui, c'était polarisé, on pouvait aimer ou détester, mais au moins c'était là. C'était un héros imparfait, parfois frustrant, parfois bancal, mais qui essayait au moins de proposer quelque chose de différent. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on a sacrifié une partie de cette identité pour le rapprocher du reste du roster. Le résultat est probablement, même certainement, meilleur d'un point de vue compétitif, d'un point de vue équilibrage pur, mais aussi beaucoup plus fade. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une forme d'aveu d'échec, du genre, tant pis les gars, on voulait faire un truc stylé, mais là ça marche pas trop, donc on va juste vous faire cette espèce de réajustement des valeurs, alors qu'on aurait pu imaginer beaucoup plus. J'aurais personnellement préféré voir Ubisoft pousser son concept plus loin et assumer pleinement ce qui rendait le personnage unique, plutôt que de le normaliser progressivement, comme c'est souvent le cas. J'espère sincèrement qu'un jour, il aura droit à un rework plus ambitieux, qui lui permettra de retrouver une vraie personnalité. Mais évidemment, lorsqu'on parle de cette année de For Honor qui vient de s'écouler, il y a un sujet qu'on ne peut absolument pas éviter. Vous le voyez venir, voilà, gros comme une maison, puisque littéralement il est en fond de cette vidéo pendant que je vous parle. Parce qu'au-delà de tous les buffs, de tous les nerfs et de tous les reworks, s'il y a bien un personnage qui a monopolisé les discussions ces derniers mois, c'est le fameux Juren. Sorti lors de Conquest, la saison 4 de l'année 9 du jeu, le dernier héros d'Ubisoft Montréal a provoqué ce que j'aime appeler la réaction communautaire traditionnelle de For Honor. Autrement dit, une catastrophe nucléaire de pleurs, de sel, d'indignation et de take absolument lunaire sur l'ensemble des réseaux sociaux. À l'heure où j'écris ces lignes, il ne se passe toujours pas une journée sans qu'une nouvelle personne vienne nous expliquer sur le subreddit For Honor Rants que le personnage est visiblement responsable de l'effondrement de la civilisation occidentale. Et honnêtement, plus les années passent, plus ça commence doucement à me faire sourire. Parce qu'après 10 ans de For Honor, j'en viens presque à croire qu'il existe une règle tacite dans cette communauté. La seule façon pour un nouveau héros d'être accueilli positivement par la majorité bruyante de la communauté, c'est d'être mauvais. Je suis sérieux, si le personnage sort faible, tout le monde salue son design, ses animations, son identité, ses idées et l'effort des développeurs. Mais si le héros, il est fort, ou même simplement viable parfois, alors toutes ses qualités disparaissent instantanément et il devient soudainement le pire ajout de l'histoire du jeu. Et le plus drôle, c'est que ce scénario se répète quasiment à chaque sortie, alors que Dieu sait que tous les persos sont pas forts à leur sortie. Une partie de la communauté semble systématiquement découvrir avec stupéfaction qu'un nouveau personnage est censé être capable de gagner des combats. Waouh, attends, ce mec peut me battre, mais comment c'est possible? C'est forcément broken. Comme si l'objectif d'un héros fraîchement ajouté de la part des devs, c'était de le sortir dans un état suffisamment misérable pour que personne ne soit tenté de le jouer. Ça, c'est stupide. Et pourtant, lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on met de côté les débats d'équilibrage pendant 5 minutes, il est difficile de ne pas reconnaître le travail accompli. Et oui, désolé, je vais encore devoir pratiquer mon activité favorite qui consiste à sucer Ubisoft de manière éhontée. Mais il faut quand même remettre les choses en perspective. For Honor est un jeu qui approche de sa 10e putain d'année d'existence. Il n'a toujours aucun concurrent direct et malgré ça, les développeurs continuent de produire des héros avec de nouvelles mécaniques, de nouvelles animations et de nouvelles identités de gameplay.
ce qui est déjà impressionnant en soi, hein. Mais avec le Juren, ils sont allés encore plus loin. Parce qu'on ne parle pas simplement d'un héros avec 2 ou 3 gimmicks supplémentaires, là les gars, hein. On parle d'un personnage dont le kit est littéralement 2 fois plus grand que n'importe quel autre, avec un nouveau schéma d'input, une quantité d'options bien supérieure à la moyenne du roster, et une philosophie de conception qui cherche clairement à explorer des territoires que le jeu n'avait encore jamais vraiment visités. Et c'était vraiment pas peu dire, hein, accessoirement, quand on regarde les héros qui l'ont précédé juste avant. Parce que juste avant lui, je tiens à rappeler qu'Ubisoft nous avait déjà sorti un samouraï de 2,50 m qui se balade avec 7 armes différentes dans le dos et un système de gestion de ressources entièrement inédit. Puis, une guerrière mongole à double cimetière ultra badass avec un déflect omnidirectionnel unique dans tout le jeu. Et ensuite, encore, une escrimeuse à la rapière, dotée d'un système de triple posture complètement novateur et d'une technologie d'esquive dynamique, littéralement qu'ils ont dû créer pour le perso. Rien que ça. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à proposer quelque chose qui donne réellement l'impression d'être différent, qui est ultra addictif. Alors oui, évidemment, tout n'est pas parfait, d'accord? Certains chiffres étaient excessifs, certaines interactions étaient discutables, plusieurs bugs d'indicateurs ont dû être corrigés, et certaines capacités méritaient clairement d'être quelques ajustements. Voilà, je vais pas vous mentir. De toute façon, ça c'est un truc assez récurrent chez les développeurs de For Honor, même dès qu'ils sortent des bons trucs. Bon voilà, la qualité à la sortie, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais ça, c'est simplement la réalité de n'importe quel jeu multijoueur compétitif. Aucun personnage ne sort parfaitement équilibré du premier coup. Et franchement, je préfère largement vivre dans un monde où Ubisoft tente des choses ambitieuses, quitte à devoir les corriger ensuite, plutôt que dans un monde où chaque nouveau héros est une version légèrement recolorisée d'un personnage qui existe déjà en fait. Parce qu'au fond, ce qui me plaît le plus avec le Juren, c'est même pas le fait qu'il soit fort, ou son identité, ou son kit, je m'en fous. C'est ce qu'il représente. Il représente une équipe qui continue d'expérimenter après 10 putains d'années. Une équipe qui continue d'essayer d'innover malgré un budget forcément plus limité qu'à l'époque du lancement. Une équipe qui refuse de simplement recycler les mêmes idées encore et encore. Et ça, à mes yeux, mérite au minimum un peu de reconnaissance. Mais malheureusement, ce genre de discussion finit souvent par être noyé sous les débats d'équilibrage. Des débats qui peuvent parfois être intéressants, bien sûr, hein, j'en ai tout le temps, mais qui sont aussi, très souvent, faussés par la différence de niveau entre les personnes qui y participent. Parce que soyons honnêtes, 2 minutes, je ne peux plus parler. Une énorme partie des discussions autour de For Honor en termes d'équilibrage consiste finalement à voir des joueurs qui ne vivent absolument pas la même expérience du jeu essayer de parler du même sujet. Le problème, c'est qu'à force de se concentrer exclusivement sur la question de savoir si tel héros il est A tiers, S tiers ou S plus turbo tiers édition de luxe, je sais pas quoi, on finit par passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel concernant le Juren, selon moi, c'est qu'on vient probablement d'assister à l'arrivée de l'un des personnages les plus originaux, les plus ambitieux et les plus travaillés de toute l'histoire de For Honor. Alors, désolé les haters et les nuls, accessoirement, parce que bon, voilà, tu ouvres ta gueule sur oh mon dieu, ce jeu il pue la merde, Ubisoft, what the fuck, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes en train de buter les dieux, alors que t'es gold, on n'en peut plus. Non, le jeu n'était pas mieux avant. Non, For Honor n'est pas devenu pay to win, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent ça, c'est des débiles mentaux. Et non, le Juren n'est pas un boss de raid mythique capable d'effacer ta barre de vie voilà, juste en te regardant en fait. Ça n'existe pas. C'est simplement un héros fort en duel. Oui, il est fort, c'est vrai, il est très fort, il est très top à tiers, très certainement. Très fort en 4v4. Encore plus fort qu'en duel en 4v4, hein, qui avait besoin de quelques ajustements et qui en a déjà reçu une bonne partie. Rien de plus. Tout le monde a évidemment le droit d'avoir son opinion, mais parfois, il faudrait peut-être arrêter de raconter absolument n'importe quoi pendant 5 minutes et reconnaître le travail exceptionnel réalisé par une équipe de développeurs qui continue visiblement de se casser le cul pour faire évoluer un jeu vieux de 10 piges. 10 piges, les gars. Il y a des mecs, ils ont commencé à jouer à For Honor, maintenant leur gosse, il va rentrer au collège. Rends-toi compte, parce que quitte, moi, personnellement, à avoir de nouveaux héros, je préfère largement voir débarquer un personnage aussi ambitieux que le Juren, plutôt qu'une nouvelle version de la garde Vareg, avec 2 animations différentes et un nom changé dans les menus. Par pitié. Voilà, moi j'espère de toute mon âme que le prochain héros, il va être encore plus incroyable, parce que je vous assure qu'on peut ajouter encore 1 milliard de nouvelles mécaniques dans ce jeu. Des attaques fantômes, voilà, avec 2 indicateurs qui sortent des 2 côtés, il faut que tu devines c'est lequel qui est le bon. Des attaques qui s'accélèrent en fonction de t'appuies sur la touche au bon rythme. Des bâches directionnelles que tu peux esquiver que dans une seule direction. On peut imaginer 1000 trucs différents, et ça serait trop fucking cool. Ouais, mais à chaque fois que les développeurs essaient de faire un truc, vous êtes là en mode mon dieu, mais je me fais tuer par le Juren, on se fait chier. Et en prime, vous savez quoi? Je me permets une petite digression, d'accord? Une petite mention spéciale, une petite séquence coup de gueule carrément, on va l'appeler comme ça, pour faire voilà, sensationnalisme des années 2000, parce que là, il y a quand même un truc qui m'est resté bien salement en travers de la gorge avec toute cette histoire de sortie de Juren. Je considère que lorsque l'on possède une chaîne For Honor de plus de 20 000 abonnés, espèce de clochard, ce qui est énorme hein, à l'échelle de notre communauté, parce que bon, le jeu il est joué, donc il est mis à jour et tout, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur Fortnite, hein, et qu'en plus,
On affiche des ambitions compétitives, voilà, je vous le mets à l'écran, le mec se prend pas pour n'importe qui, et je pense qu'il est pas mauvais, hein, voilà. On a aussi une certaine responsabilité vis-à-vis du discours qu'on tient autour du jeu. Et c'est précisément pour ça que j'ai trouvé la vidéo « Je boycotte le Juren » de RealYX absolument catastrophique. Pas parce qu'il n'a pas le droit de, pas parce qu'il n'a pas le droit de ne pas aimer le héros, ou parce qu'il n'a pas le droit de critiquer Ubisoft, ou pas parce qu'il n'a pas le droit de penser que le personnage est trop fort. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre critiquer un personnage de manière logique, cohérente, et participer activement à une vague de haine autour d'un personnage qui vient littéralement de sortir. Parce que derrière, mon petit connard, je suis un peu vulgaire, je m'excuse, les conséquences, elles existent réellement en fait. Suite à sa vidéo, le nombre de joueurs qui se sont mis à dodge systématiquement les Juren en duel a explosé. Et je ne parle pas d'une impression sortie de nulle part, hein. Je ne suis pas en train de te dire « oui, j'invente ça, je sors ça de mon cul ». Non, non, je parle de soirées entières où je trouvais une partie en 20 secondes pour ensuite voir mon adversaire quitter instantanément dès qu'il réalisait qu'il allait devoir jouer contre un putain de Juren. Puis, du coup, retour en matchmaking, puis retrouver quelqu'un, puis le voir quitter aussi, puis recommencer encore et encore et encore. Je ne blague même pas, à certains moments, j'avais littéralement l'impression de passer davantage de temps dans les menus que dans le jeu. Et honnêtement, je trouve ça complètement débile. Parce que quand tu réfléchis 2 secondes, ça aide qui, en fait, de faire ça? Les développeurs viennent de passer des mois à créer un nouveau héros, tu leur chies dessus. Les joueurs ont payé pour l'acheter, tu leur chies dessus. Et il y a aussi des gens qui aimeraient juste le découvrir, le personnage aussi, tu vois. Genre être en mode, c'est un nouveau héros, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, il lance une partie, il peut pas jouer. Tout le monde y perd. Et c'est là que j'ai un problème. Parce qu'encore une fois, quand tu as une audience de cette taille, dans une communauté relativement petite, tu sais très bien que tes paroles ont un impact. Tu sais très bien que certaines personnes vont reprendre ton opinion comme une vérité absolue. Et tu sais très bien que tu participes à façonner le discours autour du jeu. Hein, moi, je fais des vidéos, j'essaye un petit peu d'éduquer les gens autour de moi, de leur donner, évidemment, ça reste que mon avis, je suis pas un professeur, je suis pas un professionnel du jeu et tout, je suis pas un monstre, d'accord? Mais j'essaie d'être le plus cohérent possible, de regarder autour de moi, de chercher des informations, d'être le plus maîtrisé, le plus, même si évidemment, c'est cool, ça fait des vues, hein, d'écrire OMG, mais qu'est-ce qu'a fait Ubisoft, what the fuck, je boycotte le jeu, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, bien sûr que ça fait des vues, on est bien content, mais faire ton buzz à la con, voilà, c'est un peu chiant. Quand tu utilises ton influence pour encourager, même indirectement, une réaction aussi puérile que le boycott d'un personnage, en plus ça sert à rien, hein, c'est pas comme s'ils allaient, genre, t'as cru Ubisoft, ils allaient faire quoi en mode, oh putain, j'avoue, qu'est-ce qu'on a foutu? On a merdé, on retire le perso. Bah non, en fait, c'est pas ça qu'ils vont faire, frérot. ça fait des années qu'ils travaillent dessus, mon pote, ils vont absolument pas faire ça. Bref. Donc une réaction aussi puérile que boycott un personnage sorti depuis 3 jours, je trouve ça profondément irresponsable et complètement débile. Surtout quand une bonne partie des critiques formulées à ce moment-là reposaient davantage sur l'émotion du moment que sur une réelle compréhension du personnage. Hein. Parce que bon, moi je suis tombé contre Bean en 1v1, je suis tombé contre Antonio en 1v1, donc des monstres du duel. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous pensez du personnage. À tiers, hein. Ils étaient pas en mode OMG, le personnage est full broken, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est en mode le personnage il est ok quoi, il est bien, juste y a pas de souci. Bref. Mais le mec est compétitif, tranquille. Il faut être honnête 2 minutes, en fait, les gars. Si Ubisoft avait écouté ce genre de réaction, je sais que il y a des gens, c'est leur dada. Voilà, ils adorent. Moi, je les vois sur Facebook, sur Reddit. Ils sont en mode, oh là là, le jeu, il était tellement mieux avant. N'importe quoi. Si Ubisoft avait écouté ce genre de réaction à chaque fois qu'un héros avait provoqué un minimum de frustration, le jeu serait probablement mort depuis des années. Une énorme partie de ce qui fait aujourd'hui la richesse de For Honor existe précisément parce que les développeurs ont parfois accepté de contrarier leur communauté. Et heureusement d'ailleurs, moi aussi des fois ils font des trucs que j'aime pas. Là on va en parler, hein. On va parler du patch note, je vous le dis, il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Mais, force est de constater qu'au moins, ils font des trucs. Et quand derrière ils se prennent cette vague de merde dans la gueule, et alors qu'ils viennent d'essayer un truc qui leur a pris du temps, des efforts, qui est littéralement leur gagne-pain, et qui accessoirement est aussi travaillé, doser un peu, arrêter de faire des enfants gâtés. Hein, parce que je vous rappelle que si on avait écouté tous les joueurs les plus mythes du jeu, parce que je rappelle que tout le monde en moyenne est gold, vous avez le droit de jouer comme vous voulez, vous n'avez pas besoin d'être des pro players. Et votre réalité, elle existe aussi, vous avez le droit de donner ce que vous ressentez sur le jeu. Mais il faut prendre un peu de recul. Moi quand je joue à League of Legends et que je dis putain mais ce personnage il me casse les couilles, je le trouve broken, ça me pète les couilles, c'est n'importe quoi, bon bah spoiler alert, si Faker il est en mode non tu dis n'importe quoi, ben j'ai tort en fait, parce que Faker en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sinon, hein, si les développeurs ils avaient écouté tout le monde, on se serait probablement encore en train de jouer à un jeu où les lights à 500 ms ou moins sont considérés comme de la science-fiction. Bref, voilà. Ça, c'était pour le petit doigt d'honneur réglementaire, à la fois à la communauté, un petit peu, hein, mais au mec en question. Voilà, il fallait que ça sorte, parce que bon, entre lui qui fait n'importe quoi avec ses 20 000 abonnés, et l'autre, dont je tairai le nom, hein, qui même avec 10 fois plus d'abonnés, et le supplément jeune papa, hein, le gars est daron, hein, c'est un gros daron, ne trouve rien de plus intéressant à faire de sa life que de changer de pseudo, putain, j'arrive plus à parler,
In-game, tous les 2 jours, le frérot change de pseudo tous les mois et fait tous les efforts du monde au montage pour ne pas le leak. Tu vas sur ses vidéos, tu ne peux jamais voir son pseudo parce qu'il veut absolument pas que tu saches comment il s'appelle, dans l'unique but, attention, spoiler, d'augmenter ses chances de pouvoir farmer de la haine avec des big vidéos bien gênantes à base de haha, ce mec m'insulte et rage quit, lol, ça tourne mal. Et après, t'entends des gens te dire, ouais, la communauté de For Honor, elle est toxique, vous avez jamais joué à League of Legends de team, hein. Bref, je commence à trouver un poil dommage que pour un jeu avec aussi peu de présence sur les réseaux, parce que For Honor, c'est un jeu qui est très joué. Voilà, on va arrêter de se mentir 2 secondes. Les comptes des joueurs, à chaque fois, ils sont au-dessus de 300 000. Le jeu est très très joué en réalité. Juste, il n'est pas très présent sur YouTube, pas très présent sur Twitch. Voilà, c'est pas un jeu de gros gamers, c'est un jeu de darons qui joue sur PlayStation et qui aime les Vikings. C'est la réalité. Donc il a peu de présence sur les réseaux. Et c'est quand même un peu triste que pour un jeu avec aussi peu de présence sur les réseaux, il y ait une proportion aussi abusée de clochards dans les créateurs de contenu. Peut-être que j'en fais partie, tu vois, mais moi au moins j'essaye de pas trop l'être, quoi. Enfin bref, je crois qu'on a suffisamment distribué de baffes gratuites pour aujourd'hui. Et puis honnêtement, si je commence à ouvrir les dossiers d'été catastrophiques qu'on a pu lire sur le Juren ces derniers mois, la vidéo va finir par durer 14 heures et je vais encore me faire traiter d'agent infiltré d'Ubisoft dans les commentaires. Ce qui, comme d'habitude, est assez ironique quand on voit le nombre de fois où j'ai passé les 10 dernières années à leur rentrer dedans. Mais bon, tout ça pour dire que, au-delà des polémiques habituelles, des guerres de Reddit, des vidéos putaclic et des débats interminables sur la fin du monde provoqués par le dernier héros blablabla, tu connais, l'année qui vient de s'écouler a surtout été une année extrêmement chargée pour For Honor, d'accord? Le jeu continue d'évoluer, le roster continue de bouger, les développeurs continuent d'expérimenter, et surtout, malgré ses 10 ans au compteur, For Honor continue encore de nous donner des nouvelles choses à discuter. Ce qui nous amène, justement, à la raison principale de cette vidéo. Et oui, parce que là, je vous ai fait un tunnel pendant 20 minutes, mais à la base, on est censé parler de ce qui vient après. Parce que si tout ce dont on vient de parler concerne les 12 derniers mois, il est maintenant temps de s'intéresser à ce qui arrive demain, voilà, dans le futur, tout simplement. Et croyez-moi, il y a quand même quelques trucs intéressants à dire sur cette saison 2 de l'année 10. Alors voyons ensemble ce que Ubisoft nous prépare avec Unleashed. Bon, déjà, pour commencer, un petit mot sur l'histoire de cette saison. Après les événements de la saison précédente, le Marais des Samouraïs est plongé dans un chaos, voilà, après la chute de l'impératrice Ayu. La maison d'Okuja en profite alors pour prendre le pouvoir grâce à une alliance avec les Khatoons, mais pour payer cette alliance, ils décident de sacrifier le Sohei Saburo, l'exécuteur du clan. Enfin, ils pensent évidemment l'avoir sacrifié parce que cette saison tourne justement autour du retour de Saburo et de sa vengeance. Voilà, on est un petit peu à Halloween avant l'heure. Alors honnêtement, bon, comme souvent avec For Honor, le lore reste assez secondaire pour la majorité des joueurs, mais c'est ce qui sert de base à toute l'esthétique de cette saison, et c'est cool. Voilà. Et clairement, le contenu principal de cette mise à jour, c'est le nouveau hero skin du Sohei. Pour cette fois, Ubisoft réitère sa collaboration avec Dead by Daylight. Le skin transforme littéralement le Sohei en Oni, l'un des tueurs les plus emblématiques du jeu de Behavior Interactive. Visuellement, c'est probablement l'un des héros skins les plus agressifs qu'on ait eu depuis longtemps. Hein. On est vraiment sur une transformation complète du héros avec un look de démon géant beaucoup plus proche d'un monstre que d'un guerrier classique. Le skin pourra être acheté seul, mais Ubisoft proposera aussi plusieurs bundles avec des exécutions, des effets, des émotes et différents cosmétiques. Petite information sympa également, même si bon, je pense que je poste cette vidéo trop tard, le Sohei sera jouable gratuitement pendant une semaine à partir du 11 juin grâce au Hero Trials. Voilà, donc si vous ne possédez pas encore le personnage, vous pourrez le tester gratuitement pendant une semaine. Pour ce qui est de mon avis perso sur la question, je trouve le skin absolument sublime, voilà, surtout en tant que joueur n'ayant pas encore personnalisé le héros moi-même. À vrai dire, je trouve que c'est probablement le héros skin qui vaut le plus son prix overall. En revanche, j'avoue avoir un peu de mal, un poil de mal, hein, à capter pourquoi le Centurion version Trapper, donc le Centurion du nouvel event, n'est pas également vendu avec le Sohei, ne serait-ce que dans un bundle unique, à un prix attractif. Ubi me semble bizarrement allergique au fric sur ce coup, je suis pas sûr de comprendre pourquoi, parce que ça doit pas être très dur à coder. Mais bon, avec un peu de chance, comme pour le Zanhu, on débloquera le skin indirectement dans les loots. LOL, c'est faux. Concernant le Battle Pass maintenant, toute l'esthétique tourne autour du thème de la libération des démons intérieurs. On retrouve donc des effets démoniaques, le sang, des nouveaux anciens d'armes, l'exécution principale du patch Hyper Ultra. Plutôt bien marché, puisque cette saison, on en parallèle, vous ne cassez pas si vous aviez raté le processus de la c'est l'occasion de les récupérer. Et comme lors des saisons précédentes, Ubisoft regroupe maintenant les passes, les
Autre grosse annonce, assez évidente du coup, le retour de Survivors of the Fog, qui est le game mode de DBD. Pour ceux qui n'étaient pas là dans la précédente édition, c'est tout simplement un mode de jeu événement crossover avec Dead by Daylight. Le mode sera disponible du 11 juin au 2 juillet. On reste sur un mode 4v4 classique, dérivé de la Dominion, mais cette fois sans soldats. À la place, le trappeur de Dead by Daylight rôde sur la carte et peut attaquer absolument tout le monde. Il n'a pas d'équipe. Les deux équipes se battent donc pour les objectifs habituels, mais peuvent également gagner des points en éliminant le trapper. Le premier camp qui atteint 1000 points, mais l'équipe adverse en déroute. Bref, la classique. C'est un mode assez fun, parce qu'il ajoute un troisième acteur complètement imprévisible dans la partie. Et honnêtement, c'est probablement l'un des événements temporaires les plus réussis que For Honor ait jamais proposé. Donc je vais pas bouder mon plaisir, mais bon, on est quand même toujours à des années-lumière du kiff de l'event de release du Jormungandr avec le fameux marteau de Thor. Ensuite, comme d'habitude, plusieurs Hero Fest sont prévus pendant la saison. On aura Nuxia le 2 juillet, Valkyrie le 9 juillet et Kensei le 16 juillet, donc prenez des notes. Pour rappel, les Hero Fest apportent généralement une exécution exclusive ainsi qu'un bonus d'expérience pendant une semaine. Donc si vous jouez l'un de ces héros, gardez les dates en tête. Côté personnalisation, Ubisoft ajoute également de nouvelles variantes d'armure pour les Vikings. On reste sur quelque chose, selon eux, de très fidèle à leur identité visuelle, avec des matériaux usés, des gravures et un aspect particulièrement brutal. Ce n'est probablement pas l'annonce qui va retourner toute la communauté, mais il y a toujours des joueurs qui attendent avec impatience chaque nouvelle variation d'armure, même si moi je trouve qu'on a largement de quoi faire. Voilà. Mais bon, il faut bien continuer à faire de la thune, sinon je meurs. Et maintenant, voilà, j'ai un peu speedrun tous les trucs pas très intéressants. Ce qui intéresse probablement le plus une bonne partie d'entre vous si vous regardez cette vidéo, d'ailleurs si vous la regardez, merci, l'équilibrage. Voilà. D'abord, fidèle à la direction prise cette année, le système d'anti-gank reçoit une nouvelle modification avec un ajustement du scaling des dégâts lié à la règle de second hitstun. Alors, je dis fidèle à la direction prise cette année, mais en réalité c'est un buff. Vous allez voir. Pour simplifier, lorsqu'un second hitstun est déclenché, les dégâts ne sont désormais réduits que de 25% au lieu de 75%, mais uniquement si l'attaque qui l'active provient du même joueur que celui qui a causé le hitstun précédent. Bon, je sais, dit comme ça ressemble à une dissertation de doctorat en physique quantique appliquée à la castagne médiévale. Donc on va prendre un exemple. Si jamais t'as la flemme, tu peux skip cette partie, d'accord? Si t'en as rien à foutre, t'en as rien à foutre. Mais bon, imaginons que vous vous affrontiez un Orochi accompagné d'une sentinelle. Le Orochi vous place une attaque en pleine tête, ok? Vous la mangez, ça arrive, même au meilleur, voilà, vous ne bloquez pas, vous la prenez pleine gueule. Votre personnage est alors brièvement en hit stun, c'est-à-dire dans son animation de réaction au coup. Voilà, c'est littéralement ce que ça veut dire. Hit, stun. Stun, étourdi, hit, coup. Vous êtes étourdi par le coup. Pendant ce temps, la sentinelle charge un coup d'épaule violant sa grand-mère, d'accord, et vous touche avant même que vous n'ayez terminé de réagir au coup de katana. Vous êtes pris le coup de katana dans la gueule, vous êtes en mode et ensuite, boum, gros coup d'épaule dans le foie. Vous êtes donc frappé pendant votre premier hit stun. À partir de là, vous entrez dans ce que le jeu appelle un hit stun avancé. En pratique, rien ne change à ce moment-là pour vous, d'accord? Visuellement, votre personnage réagit normalement au coup d'épaule, pas de réduction de dégâts, rien, voilà. La différence, c'est simplement que si maintenant vous êtes touché une troisième fois durant cette fenêtre, le système de second hit stun s'active. Et justement, dans notre exemple, notre cher Orochi décide de profiter de la situation pour vous recoller un deuxième coup de katana dans les dents, ce petit salopio. Cette fois, bon, le jeu intervient, d'accord? Comme cette attaque survient pendant le hit stun avancé, elle déclenche la fameuse règle de second hit stun. Concrètement, le jeu vous force immédiatement à revenir en neutral après l'impact, au lieu de vous enchaîner dans un nouveau hitstun. Donc au lieu de faire de nouveau, vous êtes en mode ok, la garde qui revient, vous vous remettez droit, voilà, votre personnage ne bégaye plus. Et surtout, il réduit les dégâts de l'attaque que vous venez vous prendre dans la gueule de 75%. C'est ça la second hitstun rule. Quand vous entendez les développeurs dire oui, so we worked on the second hitstun rule again, voilà, c'est de ça dont il parle. Son objectif à cette règle, elle est assez simple, d'accord? Vous l'avez compris. Elle empêche deux joueurs de vous enfermer dans une chaîne de coups infinie ultra facilement, d'accord? Elle préfère récompenser les ganks bien synchronisés et pénaliser ceux qui ne le sont pas, d'accord? Donc jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, voilà ce qui change depuis le début de cette saison. Reprenons exactement le même scénario. Le Orochi vous frappe, puis la sentinelle vous touche avec un coup d'épaule et vous place en hitstun avancé, ok? Sauf que cette fois, au lieu que ce soit l'Orochi qui vous refrappe derrière, c'est la sentinelle elle-même qui enchaîne avec une autre attaque, d'accord? Après tout, elle se dit probablement qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement. Avant cette mise à jour, le résultat était exactement le même, d'accord? La règle du second hitstun s'activait, vous étiez ramené en neutral, et l'attaque de la sentinelle subissait une réduction de dégâts de 75%. Désormais, ce n'est plus le cas. Le retour en neutral, il existe toujours, donc vous allez toujours être sauvé, entre guillemets, par le jeu pendant une fraction de seconde, mais puisque l'attaque provient du même personnage que celui ayant causé le hitstun précédent, donc c'est-à-dire que c'est la sentinelle qui vous met un coup après avoir mis son coup d'épaule, la pénalité de dégâts est beaucoup plus faible. L'attaque ne perd plus que 25% de ses damages, au lieu de 75%.
L'objectif de ce changement, c'est de laisser davantage de liberté aux héros qui enchaînent naturellement plusieurs attaques dans leur punish ou leur setup. D'accord ? L'ancien système avait tendance à casser certains enchaînements pourtant légitimes. Dans certains cas, un personnage pouvait même voir son propre punish perdre la majeure partie de ses dégâts simplement parce qu'il activait involontairement la règle du The Wind Stun. Et ça, vous l'avez peut-être vécu récemment. Si à un moment, au cours de ces 10 derniers mois, vous vous êtes déjà dit, mais what the fuck, la morsure de ma chamane n'a pas fait de dégâts, ou alors what the fuck, l'Eagle Stallone de mon centurion n'a pas fait de dégâts, après que vous ayez balancé un gars contre un mur, par exemple, c'était à cause de ça. Ok ? Avec du coup ce changement, Ubisoft cherche donc à préserver la protection contre les ganks mal coordonnés, donc ils veulent toujours nerfer les ganks, tout en évitant de pénaliser inutilement les enchaînements prévus par le design de base du héros. Là, quand tu joues un personnage qui met des dégâts qu'avec des bâches, genre, je sais pas, Afira par exemple, bah t'as un peu le seum quand tu mets un bash à quelqu'un et qu'en fait, bon bah tant pis, il active la règle de second stun et tu fais plus de damage. Bref. Ensuite, pour ce qui est du reste du patch note, plusieurs héros se font nerfer, à savoir le Juren, l'Ocelot, la Pirate et le Tiandi. Du côté du Juren, c'est juste son feat de palier 2, No Friend of Mine, qui prend un nerf assez conséquent. Sa durée d'activation est réduite, son temps de recharge augmente, et surtout le bouclier qu'il génère n'est plus permanent mais temporaire. En clair, Ubisoft cherche à rendre l'utilisation de ce feat beaucoup plus contrôlée et intentionnelle, plutôt que son état précédent où il apportait presque toujours de la valeur. A titre perso, je trouve que le nerf est un petit peu trop sévère. Voilà. À mes yeux, choisir ce feat en dehors d'une équipe coordonnée qui communique en vocal directement à travers Discord risque désormais d'être beaucoup plus difficile à justifier face aux deux autres options du palier 2. Il conserve certes un certain potentiel, évidemment il peut toujours être assez fort dans certaines situations, mais sa fiabilité en prend un sérieux coup. Et c'est justement là que se situe le problème selon moi. Je préfère largement un feat un peu moins puissant, mais dont je sais que je pourrais tirer parti régulièrement, plutôt qu'un feat théoriquement très fort dans certaines situations, mais dont les conditions d'utilisation idéales risquent de ne jamais se présenter au cours d'une partie. C'est tout pour le Juren, au cas où vous vous posez la question, non, le perso n'est pas broken, sinon il serait encore nerf, ce n'est pas le cas. Pour Ocelot, le changement est beaucoup plus simple. Lorsqu'il utilise son passif, donc son feat de tir 1, Huntsman Spirit, il sera désormais légèrement visible par les ennemis. Voilà, je vous mets la petite vidéo à l'écran, vous voyez, une espèce de fumée. D'accord ? L'objectif, c'est de conserver la possibilité de réapparaître stratégiquement sur la carte, donc de conserver le feat numéro 1, tout en donnant davantage d'informations à l'équipe adverse pour qu'elle puisse réagir plutôt que de devoir jouer à pile ou face. Bon, encore une fois, on est sur le feat 1 de l'Ocelot qui se fait changer littéralement à tous les patchs, puisque c'est clairement une plaie à équilibrer. Le problème fondamental du truc, au cas où vous n'avez pas compris, c'est qu'il est extrêmement polarisé. Comme à chaque fois que il galère avec l'équilibrage de quelque chose, c'est qu'il y a de la polarisation dans l'histoire. La plupart du temps, le feat, il est quasiment inutile, d'accord ? Son impact, en partie, est minime, voire parfois carrément défavorable pour l'équipe qui l'utilise. Parce que quand ton Ocelot fait n'importe quoi, respawn en boucle et meurt en boucle en donnant des points à l'adversaire, c'est chiant. Voilà. Mais à l'inverse, il existe ces rares situations où il devient complètement game-breaking. C'est la fameuse game qui semble perdue, jusqu'à ce qu'un Ocelot invisible surgisse à l'autre bout de la carte, backcap un objectif, vous permet de respawn et retourne totalement la situation de la game. Et c'est précisément ça qui pose problème. Le feat, lorsque tu fais ça avec, lorsque tu retournes une game avec, en fait, il offre très peu, voire aucun vrai counterplay pour l'équipe adverse. Être obligé de garder un joueur sur un point isolé pendant que l'action principale se déroule ailleurs, simplement parce qu'un personnage invisible peut potentiellement tout voler sans que tu puisses réagir, c'est naturellement très frustrant. Du coup, bon, le nerf, il fait du sens, et pour le coup, vu que je ne vois pas trop comment le régler le souci moi-même, forcé d'accepter le deal, je pense. Maintenant, on va parler des trucs qui fâchent un peu plus, d'accord ? Parce qu'on va parler de la pirate, mais bon, tranquille. Du côté de la pirate, Ubisoft s'attaque à ce qui faisait une énorme partie de sa pression en teamfight. Cavalier Dance, ainsi que toutes les versions de son Pistol Blast, je sais pas pourquoi je mets de l'accent en fait dès que je dis Pistol Blast, parce que ça marche parfaitement en français, perdent leur capacité à annuler leur récupération via une esquive. Toutes, les versions de Pistol Blast, bref. Pour faire simple, la pirate ne pourra plus autant enchaîner ses options en boucle pour rester constamment insaisissable. L'idée des développeurs est de pousser les joueurs à utiliser davantage le reste de son kit, plutôt que de reposer une grande partie de leur gameplay sur ces mêmes outils. Ici, on touche au problème principal que j'attribuerai à Ubisoft en conclusion de cette partie, d'accord ? Donc je ne vais pas m'éterniser sur la pirate en soi. Je me contenterai de dire que, selon moi, ces changements puent la merde, et viennent tout simplement d'assassiner la pirate de manière assez brutale. Le personnage perd littéralement 90% de ce qui la rendait fun à jouer, et ne ressemble plus vraiment à rien dans son état actuel. Peu importe à quel point le héros était fort ou non à la base, parce qu'il était très fort, on va pas se mentir, le personnage était S-tier dans les deux modes de jeu, donc 1v1 et 4v4, on vient ici toucher à quelque chose quand même de très profond, qui est le game feel. Et c'est justement ça qui faisait, à mon sens, c'était son game feel, qui faisait, selon moi, de ce personnage un excellent design. D'accord ? Le transformer à ce point, c'est à mes yeux une véritable erreur de direction. Franchement, ils auraient pu au moins laisser le cancel de recovery vers l'avant, histoire au moins de pouvoir enchaîner les Cavalier Dance après nos différentes options. Parce que maintenant, tu es obligé de juste jouer avec tes chaînes, quoi. Tu es là, tu mets un coup, si tu veux mettre ton coup de pistolet,
tu es obligé de mettre ton imbloquable ou une lourde ou une light. Tu peux plus juste faire dodge avant, imbloquable, fin de GB. Enfin, il y a une option vraiment fun qui disparaît, quoi. Et en plus de ça, si jamais du coup tu as envie de la conserver, tu es obligé de ne plus mettre ton coup de pistolet. Et si tu mets plus ton coup de pistolet, tes attaques elles chatouillent. Hein, voilà. Au lieu de mettre 24 sur le long, tu vas mettre 20. On se fait chier, quoi. Et enfin, le Tiandi reçoit aussi des changements ultra impactants, puisque Palm Strike et Dragon Kick perdent eux aussi leur capacité de dodge recovery cancel. Selon Ubisoft, ces attaques étaient devenues beaucoup trop sûres compte tenu de la pression qu'elles généraient déjà. Le but est donc de forcer davantage d'engagement lorsqu'un Tiandi utilise ces outils, tout en conservant leur puissance offensive. Bon, ici, en revanche, difficile d'en vouloir à Ubisoft, ok. Le facteur fun que représentaient ces options n'est, selon moi, pas suffisamment important pour justifier de laisser encore le Tiandi être aussi dominant dans la méta en 1v1. Il fallait bien à un moment ou à un autre qu'il redescende de sa tour d'ivoire. Dans l'ensemble, les changements me semblent cohérents, le personnage conserve une grande partie de son identité avec ses soft feints, ses recovery cancel et la richesse globale de son kit. Sa capacité à éviter certaines punitions sur le Palm Strike ou le Dragon Kick pouvait être amusante à exploiter et ajouter une vraie couche de lecture dans For Honor, en poussant du coup à mieux comprendre les timings et les options de punish, mais il faut aussi reconnaître qu'il s'agissait davantage d'une anomalie au regard du reste du roster et que globalement, le Tiandi en tirait beaucoup plus d'avantages qu'il n'en subissait de contraintes. D'accord ? Peut-être que dans 10 ans supplémentaires, tous les personnages ressembleront à ça, mais clairement, ce n'est pas encore le moment. Bref, globalement, on est donc sur une série de changements qui visent surtout à réduire certaines options jugées trop sûres ou trop dominantes en teamfight. Et on a grosso modo dans ce patch note que des nerfs. Alors du coup, c'est quoi ma conclusion sur tout ça ? Bon, déjà, avant de sortir le lance-flamme, il faut reconnaître qu'il y a du positif dans cette mise à jour, ok ? Les changements apportés au Tiandi étaient probablement nécessaires. On peut débattre pendant des heures de la philosophie derrière ces ajustements, et personnellement, je ne suis pas certain que réduire les personnages les plus forts soit toujours plus intéressant que remonter les plus faibles à leur niveau, mais à partir du moment où les développeurs ont choisi une direction claire pour l'équilibrage, celle de réaligner le Tiandi avec le reste du roster sur certains aspects, les modifications ont au moins le mérite d'être cohérentes avec cette vision. Voilà. Ils ont retiré la capacité de l'Orochi à dodge cancel son kick. Ils retirent aussi sur le Tiandi. Même chose du côté des feats, que ce soit pour l'Ocelot ou pour le Juren, les ajustements me semblent globalement aller dans le bon sens. Je n'ai jamais été convaincu que For Honor gagnait en profondeur lorsque les feats deviennent les éléments les plus importants d'une partie. Pour avoir connu les époques des chamans qui transformaient la carte en champ de mine, ou celles où certains T4 pouvaient pratiquement effacer une équipe entière d'un seul bouton ultra rapide, je préfère largement la direction actuelle. Une fin de partie mémorable devrait naître des décisions prises par les joueurs sous pression, pas simplement de celui qui a gardé son plus gros bouton rouge sur la dernière minute. Oh boum, je t'envoie une bombe dans la gueule. Voilà. Quand les feats prennent trop de place, ils ont tendance, à mon sens, à voler la vedette au système de combat lui-même, et c'est rarement là que For Honor est à son meilleur. Là où en revanche, les choses se compliquent, c'est que tous les problèmes que j'ai avec cette mise à jour, mais aussi avec une grande partie de l'équilibrage de ces dernières années, peuvent, selon moi, être ramenés à une seule et même question. Une question fondamentale, une question qui revient sans cesse, et une question qui pourtant semble toujours absente des discussions. For Honor a besoin d'un équilibrage séparé entre le 1v1 et le 4v4. En 2026, après 10 ans de mise à jour, de rework, de nouveaux héros et d'ajustements constants, cette conclusion me paraît de plus en plus difficile à éviter, parce qu'il faut finir par accepter une réalité simple. For Honor en duel et For Honor en dominion ne sont pas le même jeu. Les objectifs ne sont pas les mêmes, les interactions ne sont pas les mêmes, les qualités recherchées chez certains héros ne sont pas les mêmes, certaines mécaniques qui sont anecdotiques en duel deviennent dominantes en teamfight, et à l'inverse, des outils essentiels en 1v1 peuvent perdre énormément de valeur dès qu'un deuxième joueur entre dans l'équation. Hashtag le brise-garde par exemple. Et pourtant, depuis des années, on continue d'essayer de faire tenir ces deux réalités dans un seul et même modèle d'équilibrage. Je pense plus que ce soit réaliste. Voilà, c'est un casse-tête impossible pour les développeurs, qui doivent constamment arbitrer entre deux environnements radicalement différents, et c'est tout aussi frustrant pour les joueurs, qui se retrouvent avec des héros dont les forces et les faiblesses semblent parfois dictées par un mode de jeu où ils ne jouent même pas. Parce qu'au bout d'un moment, les exemples ils s'accumulent et ça commence à me saouler. Voilà. J'en ai assez de voir des héros passer des années au fond du classement en duel, simplement parce qu'ils sont jugés suffisamment performants en 4v4. La Nobushi et le Warlord, le Jarl, en sont probablement les exemples les plus évidents. Mais j'en ai tout autant assez de voir l'inverse se produire. Des personnages qui se font démolir à coups de nerfs parce qu'ils dominent dans un mode précis, sans que l'impact sur les autres modes ne semble réellement prise en compte. La pirate de ce patch-là, dans ce patch, reste probablement l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit concernant ce genre de situation. À force de vouloir corriger son potentiel en teamfight, donc on n'a plus envie que tu puisses mettre des dodge attack non-stop et tout, une partie énorme de ce qui rendait le personnage agréable à jouer a fini par disparaître.
Et honnêtement, j'aurais préféré voir ses dégâts réduits de moitié plutôt que d'assister au démantèlement progressif de son game feel. Typiquement en 1v1, l'empêcher de cancel ses recoveries après un coup de pistolet garanti n'a aucun sens, à part baiser le game feel du personnage gratuitement. Bah oui, en 1v1, si tu mets le coup de pistolet qui est garanti, celui que tu es sûr de toucher, donc qui confirme tes lourdes, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de cancel mes recoveries? C'est pas comme si j'allais me défendre avec. Ça ne sert qu'en 4v4 ce changement. Vous comprenez ce que je veux dire? En 1v1, tu vas jamais mettre une dodge attack après avoir mis un coup de pistolet garanti. Tu vas te faire parer, ça sert à quoi? C'est quoi le but? Tu vas mettre un dash vers l'avant, tu vois ce que je veux dire? Tu vas mettre des options de mix-up offensives parce que tu viens de mettre un coup de pistolet au mec. Ça ne sert qu'en 4v4 pour éviter les attaques sur le côté. Voilà. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ce genre de situation n'est pas une exception. C'est la conséquence directe d'une philosophie d'équilibrage qui essaye de résoudre simultanément deux problèmes différents avec une seule solution. Une philosophie qui a fonctionné pendant un temps, hein, mais dont les limites deviennent aujourd'hui de plus en plus visibles, parce qu'il y a de plus en plus de persos. Et tant que le jeu continuera d'être équilibré comme si le duel et la dominion étaient simplement deux variantes d'une même expérience, j'ai peur qu'on continue à voir apparaître exactement les mêmes problèmes encore et encore. D'autres excellents exemples de ces derniers, selon moi, sont le Kyoshin et la Katoon. Parce qu'au fond, quand on regarde leur kit en détail, beaucoup de leurs étrangetés ne ressemblent pas à des choix de design cohérents, elles ressemblent à des compromis imposés par la nécessité d'équilibrer simultanément le 1v1 et le 4v4. Prenons Kyoshin par exemple. Bon, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il n'est pas fort dans les deux modes, d'accord? Enfin, à très haut niveau. Une bonne partie de son gameplay donne l'impression quand même d'avoir été volontairement bridé. Les Fujin Cuts, donc le truc où vous faites les 8 coups sur la gueule du gars là, ils abandonnent l'avantage de frame, abandon, hein, c'est-à-dire que vous êtes en frame moins à la fin du move, malgré une récompense qui est pourtant assez modeste. Hein, vous faites 25 de dégâts avec les Fujin Cuts au maximum. Au maximum, vous faites 25. D'accord? En plus, sa light de sortie stance, elle reste relativement lente. C'est 500 ms. Sa zone en sortie de stance l'est encore plus. 600 ms. Et l'ensemble du personnage, du coup, te donne l'impression de constamment payer une espèce de taxe invisible. Tu ne peux pas attaquer avec le perso. Une taxe qui n'a pas grand-chose à voir avec ses performances en duel. Parce que le perso, il n'est pas très fort en duel. Il est genre plutôt vers le bas de la tier list. Mais beaucoup plus avec le fait qu'il possède une posture extrêmement forte en babysit gank et en teamfight, ainsi qu'un feat qui buffe les dégâts de ses Fujin Cuts. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un héros qui paraît parfois puni pour des qualités qui s'expriment principalement dans un autre mode de jeu, comme si chaque aspect agréable ou offensif de son kit devait être systématiquement contrebalancé parce qu'il existe en parallèle dans un environnement 4v4 où certaines de ces mécaniques sont particulièrement efficaces. Parce que soyons honnêtes, 2 minutes, quand un personnage comme le Kyoshin, comme celui-ci, cohabite en duel, donc dans le mode duel, avec l'émissaire, qui lui est capable d'enchaîner des lourdes imbloquables à 31 de damage, les unes après les autres, qui sont en plus subfintables en GB, qui peuvent enchaîner sur un bash, nanana, l'excuse du personnage très défensif ne tient plus la route pour moi. Et la Katoon me donne exactement la même impression. Son identité repose énormément sur ses déviations, ses soft feintes et sa capacité à jouer autour des réactions adverses. Pourtant, dès qu'on regarde certaines interactions clés, tout semble retenu. Son deflect, suivi de la heavy, qui devrait être l'un des moments les plus satisfaisants du personnage, débouche sur une situation étonnamment neutre. Hein, vous êtes en frame neutral à la fin du coup. Pire, essayer de dévier des attaques suivies d'armure ou de légère en 400 ms est littéralement risible, tant l'interaction n'est pas en faveur de la Katoon. Littéralement, s'il y a une follow-up 400 ms, quand vous essayez de déflecter un coup, vous perdez l'interaction. Son endurance, aussi, est constamment sous pression, malgré un kit qui encourage à multiplier les feintes. Et la seule véritable solution à ce problème, spoiler alerte, se trouve dans un feat. Autrement dit, dans quelque chose qui n'existe même pas en duel. Parce que oui, Katoon, son feat numéro 1, lui permet de faire en sorte que ses soft feintes ne coûtent plus de stamina. Mais spoiler alerte, il n'y a pas ça en 1v1 en fait. Encore une fois, le sentiment qui en ressort n'est pas celui d'un personnage équilibré autour du 1v1, c'est celui d'un personnage qui paie le prix de son efficacité en 4v4. Et c'est précisément ça qui me fatigue aujourd'hui. J'en ai assez de voir des héros dont les défauts semblent être dictés non pas par les besoins du mode dans lequel ils sont joués, mais par les performances qu'ils affichent dans un mode complètement différent. Parce qu'au bout d'un moment, on finit avec des personnages qui ne sont ni faibles, ni injouables, hein, les persos sont pas nuls, mais qui donnent constamment l'impression d'être retenus, comme si une main invisible était toujours là pour les empêcher d'aller au bout de leur propre concept, et c'est là que le bas blesse. Kyoshin et Katoon sont des héros que j'ai envie d'aimer. Ils ont du style, une identité forte, des mécaniques intéressantes. Les persos sont trop stylés. Pourtant, quand je les joue, j'ai souvent l'impression de voir toutes les traces des compromis qu'a dû faire l'équipe d'équilibrage pour les faire fonctionner à la fois en duel et en dominion. Et à mes yeux, c'est la meilleure démonstration possible que cette philosophie a atteint ses limites. Parce qu'après 10 ans, le problème c'est plus de savoir si un équilibrage commun entre le 1v1 et le 4v4 est difficile. Le problème, c'est qu'on peut désormais voir ces cicatrices directement dans le design des héros. Je suis intimement persuadé
que si le 4v4 n'existait pas dans le jeu, les Fujin Cuts du Kyoshin enchaîneraient directement sur son combo. Ses attaques latérales en sortie de stand seraient tous les deux en 400 ms, histoire de créer un vrai mix-up, et son imbloquable serait sauf feintable en GB. De la même façon, la Katun pourrait voir les dégâts de son Deflect Light augmenter afin qu'elle soit autorisée à faire des dégâts sans abandonner son frame advantage, tandis que son Deflect lourd infligerait plus de dégâts pour justifier le retour en neutral. Parce que oui, si le Deflect lourd il mettait 35, ok, là tu repars en neutral, c'est pas grave. Tu vois, c'est comme c'est un finisher, c'est comme le Hammer Slam du Young Wonder, c'est comme, je sais pas, la balayée d'une Valkyrie. Voilà. Et franchement, même les imbloquables de la Katun pourraient elles aussi jouir d'une subfat en GB. Bref, j'espère avoir été assez clair. Donc voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle a été suffisamment digeste parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'ai essayé d'être le plus clair et concis possible, du moins autant que faire se peut. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau Hero Skin du Sohei et surtout si vous partagez mon avis côté équilibrage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur For Honor ou sur Lost Ark. Je suis fait dans ma bulle toute la semaine. Plus tard je veux faire des sous comme Pelé. Elle me dit je vais t'écouter le soir sur CD. Si ça rapporte tu le sais, on